Voilà, pour parler un petit peu de ma collaboration et puis de JFD, de son partenaire. Mathieu, je crois que tu as mal de choses à dire à ce niveau-là, il me reste quelques minutes. Oui, alors c'est vrai que peut-être tu dis ça parce que tu es suisse, mais c'est vrai qu'en étant français, on constate ici sur le marché que c'est vrai que les investisseurs actifs français sont assez sensibles à la publicité. Ils vont souvent choisir le broker qui passe à la télé, le broker qu'ils entendent à la radio, plutôt que le broker qui va leur offrir la meilleure exécution. Alors moi je vais parler en toute objectivité parce que vraiment je ne suis pas du tout employé par JFD, simplement je suis client aujourd'hui de JFD et j'en ai essayé beaucoup d'autres avant. Donc je peux faire part de mon expérience et vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Moi, tout ce que je vous propose, c'est de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire vous pouvez nous envoyer un email donc, à programmation@satellicefx.com. On vous fournit un expert advisor pour MetaTrader 4 qui mesure les spreads. Vous ouvrez un compte live chez plusieurs brokers, vous faites tourner cette EA, il va vous mesurer les spreads live. Vous n'êtes pas obligé de faire de dépôt, c'est juste pour avoir les flux live, parce que les flux démo peuvent être faux, donc ce ne sera pas juste de le faire sur un compte démo. Vous ouvrez ces comptes-là, vous faites tourner cet expert advisor sur chaque compte live et vous comparez les spreads. Et faites-le pendant des moments où les marchés sont manipulés, pendant le chômage américain, pendant la BCE, pendant la Fed. Faites-le dans des moments un peu chauds comme ça où des annonces sont attendues et vous verrez que vous avez beaucoup de brokers qui vont spiker et vont proposer des spreads à 15 pips, 20 pips, 25 pips. Je crois que sur le dernier chiffre du chômage chez JFD, le spread maximum a été mesuré à moins de 3 pips. Donc ça, je veux dire, c'est des faits, c'est pas des choses, c'est pas des discours marketing ou quoi, c'est juste la réalité. Donc vraiment, n'hésitez pas à tester, c'est ce qui peut faire en sorte que vous ferez le bon choix pour la meilleure exécution. Faut aussi comprendre que quand les brokers investissent beaucoup dans le marketing, c'est parce qu'ils investissent de l'argent qu'ils investissent. Cet argent-là, ils n'investissent pas ailleurs. JFD fait peu de marketing. Moi, je crois que j'ai été un des premiers clients français parce que je traite avec eux depuis novembre dernier, donc ils n'étaient pas du tout implantés en France. J'ai pas été démarché par JFD. Moi, j'ai rencontré le CEO de JFD par un ami commun. Et j'ai testé et j'ai tout de suite compris que j'allais avoir des meilleurs prix que chez mon précédent broker. Donc c'est juste de l'objectivité à ce niveau-là. Il faut bien comprendre que la plupart des brokers, j'en ai été victime aussi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai aussi un rôle, j'ai même été introducteur pour ces courtiers-là, et donc je le regrette aujourd'hui. Donc je voudrais me rattraper en quelque sorte en disant, voilà, j'en ai été victime aussi, ces brokers-là. Moi je parle de FXM parce que j'ai traité avec eux, mais il y en a plein d'autres. Ils traitent contre vous en réalité, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas vos ordres sur le marché. Ils traitent contre vous et donc leur intérêt c'est que vous traitiez beaucoup et que vous perdiez vite. Et pour ça ils mettent en place un tas de pratiques. C'est-à-dire qu'ils vont par exemple vous proposer de faire une formation gratuite, vous accueillir dans leur bureau, vont vous présenter leur plateforme et en fait ils ne vont pas vous apprendre à trader du tout, ils vont juste vous apprendre à être à l'aise avec leur plateforme pour que vous puissiez traiter beaucoup dessus. Ça, c'est la première chose. Ils vont aussi, souvent, vous avez leur sales qui vont vous appeler au téléphone et qui vont vous dire oui, monsieur Dupont, on va dire, encore lui, vous n'avez pas traité depuis 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai une super opportunité pour vous, vous allez pouvoir faire de l'argent, etc. Et en fait, c'est qu'ils ont simplement constaté que le compte n'était plus actif. Et donc ils vont vouloir inciter ce client à traiter de nouveau. Et c'est pas par philanthropie qu'ils vont leur donner une idée de trade. C'est simplement pour générer du courtage et générer éventuellement les pertes du client pour récupérer son dépôt. Vous recevez aussi souvent de ces brokers des analyses par email. Voilà, là il va falloir rentrer là, il va falloir faire ci, faire ça. Qui sont les analystes? Quelle est leur expérience, leur diplôme? On ne sait pas en général. Donc il faut faire attention à ça. C'est souvent des mecs qui sont envoyés par des stagiaires. La nouveauté là, qui existe depuis 1 an aussi, c'est les sessions live. C'est-à-dire que je vous invite à des sessions live et vous avez soi-disant des experts qui vont traiter en live et qui vont dire voilà, moi je rentre maintenant, etc. Du coup, si vous les suivez aveuglément, en fait, est-ce que vous connaissez leur performance à ces gens-là? Finalement, est-ce qu'ils vous ont montré une courbe? Est-ce qu'ils ont une transparence sur leur trading? Est-ce que vous pouvez suivre leurs résultats sur le trading manager de zonebourse.com par exemple, qui permet de montrer ses trades, sur MyFXBook, des sites comme ça? C'est ça qu'il faut se poser comme question avant. En fait, ces sessions-là, elles sont destinées surtout à exciter un petit peu les
clients pendant les news pour vous faire traiter un maximum. Donc, un bon broker pour moi, c'est quoi? Un bon broker, ça va être un broker qui fait déjà que ça, qui fait que du portage. C'est pas un bureau d'analyste, c'est pas quelqu'un qui va sans arrêt vous appeler au téléphone pour vous dire ce que vous devez faire. C'est quelqu'un qui va avoir des clients qui sont un peu plus sophistiqués ou institutionnels et qui surtout va vous offrir une bonne exécution et une transparence de l'exécution. Moi, je suis prêt à travailler avec n'importe quel broker à partir du moment où il me montre qui a été la contrepartie de mon trade. Aujourd'hui, il n'y a que JFD qui le fait. Voilà. Donc, ils sont en train d'imposer leur modèle en France. J'ai vu que FXM, justement, venait de sortir une offre avec des spreads interbancaires maintenant, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus markuper les prix, ils vont faire des spreads interbancaires avec une commission très faible comme JFD. Simplement, ils ne vont pas vous donner la transparence post-trade. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir toujours continuer à traiter contre vous, et vu qu'en plus ils auront gagné moins sur le market, ben, ils vont essayer de vous faire des frises de plateforme, de manipuler les prix, de vous faire des spreads de 30 points pendant les NFP, etc. pour pouvoir se rattraper sur l'argent qu'ils n'ont pas gagné avant. Et je dis ça en connaissance de cause, parce que par exemple en juin 2013 pendant les NFP, la plateforme FXM était totalement down et j'ai perdu beaucoup d'argent puisque mes stop loss n'ont pas été exécutés. Et dans ces cas-là, FXM rembourse que partiellement. Enfin, après, il faut se battre avec leur service legal, etc. Donc c'est très compliqué. Chez JFD, l'avantage, vous passez votre trade, vous demandez à JFD un rapport d'exécution et vous dites avec quelle banque vous avez été exécuté. Ça peut être Citibank, ça peut être UBS, etc. Le jour où les autres brokers feront ça, je dirais ok. Je dirais d'accord, là maintenant vous êtes honnête, et je dirais bravo à JFD surtout d'avoir imposé ce modèle-là. Pour l'instant, ils ne sont pas prêts à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de vous montrer un rapport d'exécution. Dessus, c'est marqué que votre ordre n'est pas passé sur le marché, mais qu'il a été exécuté en interne par leur propre dealing desk. Voilà pourquoi il faut faire attention à tout ça. Et pour moi, c'était important de faire passer ce message aujourd'hui. Moi, je suis sur le salon encore toute la journée, demain aussi. N'hésitez pas à venir me voir, me parler. On peut poursuivre la discussion puisque la conférence va devoir s'arrêter là. Oui, est-ce que vous avez des questions? C'est pour Sacha? Oui, pour Sacha, oui. Tu as dit tout à l'heure de ne pas utiliser son ordinateur personnel. Oui. Alors, Oui. on fait quoi, comment et à quel coût? Bon, alors moi, ce que je vous conseille, je ne sais pas si c'est un très bon conseil, mais Je pose la question. prenez déjà un ordinateur, ce qu'on appelle un serveur virtuel. Vous pouvez trouver des serveurs virtuels sur Internet, vous pouvez en louer, d'accord? C'est déjà, disons, moins grave que d'utiliser votre ordinateur personnel, d'accord? Je pense que c'est un premier pas, faites ça. Il y a différentes configurations possibles, différentes qualités possibles. Je pense que ça vaut la peine quand même d'investir un tout petit peu, de quand même un petit peu chercher des sociétés sérieuses, peut-être qui ont des ordinateurs, des serveurs qui sont placés peut-être proches de votre broker. Renseignez-vous un petit peu. Et puis qui ont aussi, par exemple, des systèmes redondants, donc si l'ordinateur tombe en panne, c'est un autre ordinateur qui prend le relais, etc. Il y a certaines sociétés qui ont même des systèmes électriques en interne s'il n'y a plus de courant, donc, etc. Donc vous avez certaines possibilités à ce niveau-là. Moi, c'est ce que je vous conseille en première ligne. Ouais, tout à fait. Bien sûr. Je me permets parce que je suis le PDG de JFD. Sur le site web, je pense qu'on est le seul broker à offrir ce genre d'informations. On a une page entière qui présente ce type de solution, parce qu'on a beaucoup de clients qui nous demandent ça. Et on a les solutions standards, donc je ne sais pas, 20 $, ou 30 $ par mois, qui ne sont pas les meilleures, mais c'est déjà un plus. Et on a des solutions plus avancées. La meilleure solution, c'est directement de louer un serveur qui est dédié, c'est le vôtre, qui est à New York chez Equinix, qui est le data center, c'est NY4 où toutes les banques sont. Et votre serveur sera juste à côté du nôtre, avec juste de la fibre optique entre votre service, sur le même switch. Je ne vais pas utiliser des termes trop compliqués. Et ça peut démarrer à partir de 500 $ par mois. Donc c'est un investissement, mais si vous voulez les prix que votre algorithme va recevoir en fait dans ce serveur-là, l'algorithme recevra les prix plus rapidement que le trader qui est chez Goldman Sachs à Londres. Et
il va pouvoir prendre une décision plus rapidement. Et forcément, Goldman Sachs va avoir aussi des serveurs à New York et ailleurs pour prendre ce type de décision. Ce que je veux dire, c'est que là, on donne la capacité en fait à nos clients à avoir le système le plus complet possible pour pouvoir travailler sur les stratégies haute fréquence par exemple. C'est sûr que si c'est pour faire tourner un IE normal, on a aussi des solutions un petit peu moins chères. Et nous, JFD, nous n'intervenons à aucun niveau, à part qu'on va mettre à disponibilité en fait, nos serveurs pour cette connexion-là. On passe par des sociétés tierces dont c'est le métier. Et on vous recommande et on ne touche pas de commission ni d'argent. C'est vraiment un service qu'on offre finalement aux clients. Je me suis permis de... parce que c'était une bonne question. Et en français, à la fin du mois. En français, à la fin du mois. Merci, Cyril. Je me tiens aussi à votre disposition. Ah oui, monsieur. Alors, du moment où un algorithme est optimisé, ça veut dire qu'il utilise des données historiques. D'accord? Et puis, en règle générale, tous mes algorithmes n'utilisent pas d'indicateurs. D'accord? Donc, ils travaillent sur un temps réel. D'accord? Donc, je ne vais jamais voir dans le passé, à plus de quelques minutes en arrière, voir ce qui se passe. Ça ne vaut pas la peine, à mon sens. Donc, en fait, il y a peu d'optimisation en ce sens d'un algorithme. Oui? Je suis pour monsieur. En fait, vous avez des bureaux à Londres. Pourquoi ne pas avoir fait la balance avec Elmax, qui est aussi des bureaux à Londres et qui sont très très bien au niveau des temps d'exécution? Oui, alors Elmax, je les connais. C'est un bon broker. Simplement, moi, pour le volume de transactions que je fais, JFD me convient mieux. Chez Elmax, vous allez avoir moins de liquidité. En fait, Elmax, c'est un échange. Donc, tous les fournisseurs de liquidités sont sur... C'est comme si c'était une bourse, en fait. C'est une place de marché. Et en fait, l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas de... Enfin, on vous vend ça comme un avantage, c'est-à-dire que les banques n'ont pas de last look. Le last look, c'est-à-dire qu'elles peuvent refuser une transaction. C'est-à-dire que moi, quand je vais cliquer chez JFD, la banque a le droit, en face, par exemple, je veux traiter avec Citi, elle a le droit de refuser la transaction, et automatiquement, JFD va me switcher avec Deutsche Bank ou une autre banque, etc., jusqu'à ce que je sois. Voilà, on perd du temps. On a un petit slippage, en fait. Chez Elmax, on n'a pas ça, on n'a pas de last look, donc la banque est obligée d'accepter. Mais la contrepartie, c'est quoi? C'est que du coup, elle va être un peu frileuse, donc elle va pas mettre beaucoup de liquidité, elle va mettre un petit million comme ça. Et si moi, je veux traiter 20 millions, je n'aurais pas servi. Où je vais plonger dans le carnet, ça va écarter mon spread. Donc je me retrouvais à rentrer avec des spreads de 4 points, alors que chez JFD, pour 20 millions, j'aurai un spread à 0,1. Donc du coup, je vais perdre de l'argent, parce que nous, on a tendance à faire des allers-retours parfois assez rapides, et une différence de 3 points ou 4 points sur une transaction, c'est vraiment énorme à la fin de l'année, c'est sur chaque transaction. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on ne travaille pas encore avec Elmax. Le jour où Elmax sera beaucoup plus liquide, et où on verra des spreads beaucoup plus serrés, à ce moment-là, on pourra rediscuter avec eux. Et pour l'instant, on en est là avec eux. Mais vous avez bien fait les deux plateformes en parallèle, vous avez bien analysé ce broker. Oui, bien sûr. Alors après, si vous analysez, si vous comparez avec deux comptes de 5 000 €, vous verrez peut-être pas de différence. C'est vraiment sur le volume que dans un échange, vous allez plonger dans le carnet, donc vous allez dégrader votre prix moyen. Parce que le prix que vous voyez en top of the book, c'est pour une quantité donnée. Après, il faut voir la notion de profondeur de liquidité. Quand vous voulez traiter 20 millions, vous n'allez pas avoir le prix qui est en haut. Vous allez avoir peut-être les premiers 100 000, vous allez avoir le prix. Après, ça va plonger, comme quand vous passez des heures sur le marché boursier. Il y a d'autres questions? Bon. C'est la digestion. Monsieur piqué un peu du nez, j'ai vu. Oui. Alors, bon, je peux vous citer, parce que je crois que tout le monde n'a pas entendu la question. Est-ce que c'est pas un piège à con de mettre des stops par rapport à la chasse au stop? Alors, vous avez toujours la possibilité de ne pas mettre de stop. Si vous travaillez avec un broker qui va écarter ses spreads, par exemple, pour aller chasser vos stops, vous pouvez ne pas mettre de stop pendant les news. Mais par contre, si le marché décale vraiment, comme pendant une baisse de taux de la BCE, vous allez vraiment perdre beaucoup d'argent. Donc le mieux, c'est de changer de broker, de prendre un broker qui vous offre une transparence et qui vous permet de mettre des stops. Comme ça, vous êtes protégé.
En même temps, vous n'êtes pas spiké par des spreads qui vont s'écarter. Ne pas mettre de stop, ça marche une semaine, ça marche 2 semaines, au bout d'un moment, ça marche pas. Je l'ai testé pour vous il y a très longtemps. Juste au niveau des stops et des algos, je crois qu'il y a encore une petite notion que je peux vous amener. En règle générale, j'envoie aucun stop ou take profit dans mes algos. C'est-à-dire qu'ils sont traités en interne. Ce qui me permet de les traiter très rapidement au niveau mathématique sans devoir envoyer l'ordre. D'accord? Juste qu'on parlait de ce domaine. Et puis ça me permet aussi, je n'informe personne de mes intentions. Et en fait, tout est calculé en interne. Donc, je peux très très vite suivre un trading ou quoi que ce soit. C'est seulement mathématique. Voilà. Si jamais vous avez des questions, moi je vais sûrement prendre un petit peu d'eau et puis je me trouve là devant. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez quelques questions. Cyril? Je voulais juste rajouter un truc pour avoir un entretien un peu complet sur les algos. Peut-être que ça vous dépasse un tout petit peu, mais là on a discuté des algorithmes de trading. Donc ce sont les algorithmes qui prennent des décisions d'achat, de vente, d'ouverture, de clôture. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les algorithmes d'exécution. Ça c'est un peu différent. C'est ce que les courtiers sophistiqués, on va dire, ou institutionnels, enfin, nous on l'utilise, mais les banques, etc. vont utiliser. Quand il y a des ordres qui arrivent sur le marché, il y a une certaine façon de les exécuter. Nous, par exemple, on va offrir à notre clientèle de particuliers des spreads très très serrés. C'est ce qu'on appelle les spreads qui sont en haut du book. C'est-à-dire que pour les petites coupures, ce sont ces spreads qu'on va avoir. Pour des grosses coupures, par exemple, pour des tickets à 100 millions, les spreads sont plus importants. Chaque fois que, ce qui est rare est plus cher, et c'est comme ça. Donc nous, on a des algorithmes d'exécution qui vont faire que si un client va passer un ordre de 10 millions, on va couper en fait l'ordre en 10 morceaux de 1 million pour essayer de conserver le spread le plus petit. Et on va envoyer 10 ordres comme ça très très rapides dans les millisecondes. Et dans nos rapports d'exécution, on voit bien que, par exemple, Citibank va faire un partial field, une exécution partielle en fait de votre ordre sur 1 million à tel prix, UBS sur 1 million à tel prix, on arrive aux 10 millions. Et pour entrer dans quelque chose d'encore plus compliqué, les gros hedge funds qui peuvent être dans la ultra haute fréquence à Chicago, etc., ils vont avoir des algorithmes d'exécution qui sont capables finalement de faire passer des ordres énormes sur le marché sans créer de mouvement ou sans créer de résonance sur le marché, donc de façon complètement, c'est anonyme de toute façon, mais de camoufler si vous voulez. Donc il y a des algorithmes qui sont là pour sniffer, je parle un peu en anglais, pour sniffer les gros ordres qui arrivent sur le marché, et dès qu'ils vont voir une sorte de fréquence comme ça en disant bah tiens il y a quelque chose qui se passe là chaque 2 millisecondes, on remarque que, donc on va prendre une autre position. Donc là on va découper les ordres de façon complètement arbitraire, enfin illogique, voilà. Et donc il y aura, peu importe le prix finalement, mais on va envoyer un gros ticket là, plusieurs petits comme ça. Et donc il y a des modèles mathématiques, c'est vrai que Sacha peut rentrer dans ce détail-là, mais c'est pas non plus un service que nous on vous offre, parce que là on rentre vraiment dans quelque chose, mais ça reste passionnant. Voilà. C'est la fin de la... Merci à tous.